heureuse de vous retrouver comme à l'accoutumée les vendredis soirs dans cette libre antenne qui vous accueille pour parler de vous, de vos questionnements, de ce qui vous chagrine ou vous préoccupe. Avez-vous parfois ce sentiment étrange, un peu désagréable de devoir être ceci ou cela en excluant toute autre possibilité ? En d'autres termes, lorsque vous êtes face à un choix de vie ou d'action, vous sentez-vous insatisfait, quelle que soit la piste suivie ? Les femmes connaissent par exemple bien ce sentiment lorsqu'elles ont des enfants et travaillent. Elles vivent chacune de ces situations comme le fait de devoir renoncer à une part importante de l'expression de soi. Le nœud de ce mode de pensée, ce message, vous savez, ou bien, qui laisse croire que l'on a droit de faire ou d'être l'un ou l'autre, mais pas les deux. Un scénario bâti autour de croyances qui interdisent de conjuguer deux aspects en apparence inconciliables et qui engendrent quoi ? Une insatisfaction chronique. Alors me direz-vous, comment passer du ou bien au et ? Comment passer d'une dynamique de l'élimination à une dynamique du lien ? Comment résoudre un conflit implicite entre deux complémentarités que l'on vit comme opposées ? Rien ne nous interdit de conjuguer ce qui a priori nous semble antinomique, comme combiner sa peur avec son courage, allier une grande liberté à une forte discipline, à condition de nous libérer de certaines injonctions souvent reçues dans notre éducation. La possibilité existe de sentir et de penser, de poursuivre une carrière et une passion, d'avoir du plaisir et d'élaborer pour nous-mêmes le projet de réaliser tout cela. En bref, sortir de la quadrature du cercle dans laquelle on tend à s'enfermer dès que l'on considère une situation de vie sous la forme d'une dichotomie insoluble qui risquera sinon d'imprimer notre comportement et de nourrir cette fameuse insatisfaction. Alors oui, accepter ce qui semble un paradoxe ou une impasse peut nous amener à plus de liberté intérieure. Et je vous souhaite de revisiter votre monde intérieur en adoptant ce « et », ces deux petites lettres qui font lien. Et puis nous aussi, nous sommes en lien ce soir, tous ensemble. Quentin est là pour répondre à vos appels au 39 21 et c'est Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit et puis dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Oui, et puis sachez que demain, Caroline Dublanche et moi-même serons là dans les studios d'Europe 1 pour vous accueillir lors de ces journées du patrimoine et on sera heureuses toutes les deux de faire connaissance avec certains d'entre vous qui nous écoutez fidèlement. Vous êtes là, Corinne ? Oui. Oui, bonsoir Corinne. Je vous écoute, bonsoir. Voilà, moi je voulais parler de... Je suis une maman de 58 ans. Je suis grand-mère d'une petite fille de 4 ans qui est merveilleuse, mais je suis aussi maman d'un enfant, d'un adulte maintenant qui a 22 ans et qui est handicapé mental. Et ce qui s'est passé cette semaine avec cette affaire du petit Titoine m'a beaucoup bouleversée. Oui. Parce que pour mon fils handicapé mental, parce que je précise mental, parce qu'entre le handicap physique, pour lequel on parle beaucoup et on fait beaucoup, le handicap mental, c'est quand même une autre histoire. C'est un peu plus tabou. Je suis d'accord. Exactement. Parce que voilà, on souffre d'abord de cet enfant handicapé, dans la fratrie, dans la famille, dans nos amis, et on souffre aussi du regard des autres, du regard de la société. Donc il y a presque une triple peine, la nôtre, la famille et la société. Bon, ça c'est fait, maintenant il a 22 ans, je n'ai plus de crise d'asthme quand j'en parle, mais c'est vrai que cette histoire du petit Titoine m'a bouleversée, parce que moi j'ai pas eu l'occasion, c'est une maladie génétique, le chromosome X fragile, qui n'est pas détectable à l'échographie, puisque c'est une maladie, un retard mental. Mon fils n'est pas fou, je ne le sera jamais, mais il a un retard intellectuel, on va dire. Donc il ne saura jamais lire, écrire, il faut lui apprendre le bien-être en société, le savoir-faire, etc. Heureusement, on est dans une région, la région de La Rochelle, où on a des structures qui m'ont beaucoup aidée
mais qui l'ont pris en charge vers l'âge de 4 ans, puisque c'est à cet âge-là à peu près qu'on a détecté cette difficulté. C'est à cet âge-là. Oui. Voilà. Mais oui, parce qu'on l'a scolarisé, comme tout enfant. Bon, c'était le dernier, hein, donc bon, c'est vrai qu'on changeait beaucoup. Toute notre structure familiale était un peu bouleversée. Mon mari changeait de profession. Sa sœur aînée rentrait en 6e, le second entrait en CP et on déménageait. Donc on s'est dit, on s'est pas occupé de lui. Enfin bon, on s'attendait pas à ça du tout, bien sûr. On n'était pas prêts. Voilà. Oui. Je pense pas qu'on puisse être prêt d'ailleurs. Non, on n'est pas. Non. Alors il y a déjà ça aussi, la préparation. Mais voilà. Alors cette histoire de cet enfant-là, dont on a entendu dire dans les premiers temps qu'il y avait une espèce d'acharnement thérapeutique, mais aussi en même temps une tétraplégie ou une hémiplégie, je ne sais plus exactement. Enfin bref, on savait que cet enfant-là allait avoir des difficultés énormes, ainsi que les parents, à survivre ou à vivre. Bon. Et j'étais bouleversée et révoltée qu'on n'entende pas plus les parents que ça, tout en début de l'histoire, hein, parce qu'aujourd'hui, on nous a dit hier, avant-hier, qu'aujourd'hui, il avait succombé ou ça s'était aggravé. Bon, on nous dit ce qu'on veut, c'est pas grave, hein, c'est pour nous, hein, cela dit. Mais on n'entendait pas les parents. Et moi, cette maman qui pleurait, je me suis mise à sa place. Parce que pour nous, ça a été... Vous avez revécu j'ai tout revécu. J'ai tout revécu. Avec l'annonce de parce que juste pour rappeler, peut-être pour les auditeurs qui sont pas au courant sur cet enfant, voilà le grand prématuré né presque 4 mois trop tôt, ce bébé auquel vous faites allusion et en fait où les parents en fait ont demandé d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Absolument. Alors on a dit c'est pas un acharnement. Voilà. Enfin, bref. Et en quoi ça vous a parlé à vous de votre histoire, Corinne? Parce que je pense que les bouleversements que ça a introduits dans notre vie de couple, déjà, on est encore ensemble tous les deux, mais mon mari est encore un petit peu dans le déni de cet enfant. Il n'arrive pas à accepter encore aujourd'hui, la fratrie. Oui, encore aujourd'hui, 22 ans après, enfin on va dire 24 ans, puisqu'on l'a su, il avait 3 ans. Son frère et sa sœur, à qui, quand on sera plus là, va incomber le tutorat. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je perds un peu le fil. Il est placé aujourd'hui dans un établissement à 22 ans. Dans un foyer d'adultes. Un foyer d'adultes, Donc depuis peu. Et ça nous a encore remis dans la situation précédente où il fallait à chaque fois procéder à une étape dans le handicap. Je l'ai mis dans une institution, il avait 4 ans. J'ai vu avec lui des enfants tous les ans revenir, des enfants handicapés. C'était une horreur pour moi. Après, vous voyez, c'est un peu comme le système scolaire. On les met de 3 à 7 dans une institution. À 7 ans, on les remet jusqu'à 11 ans dans une autre. Et de 11 ans, on les met après, en 3e, dans une institution jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, si on peut les trouver un foyer d'adultes, ils partent dans le foyer d'adultes. Si on ne peut pas, ils restent, fort heureusement, de par l'amendement Creton, ils restent dans le foyer, dans l'IME, dans l'institution. Oui, vous nous racontez, tout ce parcours. Qui les gardera jusqu'à ce qu'il y ait une place en foyer adulte. Donc, Alexandre, pour ne pas le nommer, entre 18 et 22 ans, il a été dans ce foyer, il est resté à l'IME, parce qu'on ne pouvait pas le mettre, et grâce à Creton, parce que franchement, je le remercie, je ne vois pas comment on aurait fait pour le récupérer. On a 58 ans, voire 60 Oui, c'est bientôt. ça. Puis, j'ai le sentiment, en vous écoutant, Corinne, qu'effectivement, un enfant comme ça interroge quel parent on peut être face à cet enfant-là. Oui, alors, évidemment, on a presque 60 ans, mon mari et moi. On peut, financièrement, on peut, je ne sais pas par quel hasard de la vie, pas accepter, mais on peut assumer. Oui, on peut assumer. Ma fille a attendu son premier bébé, ma fille a 30 ans, 31 ans. Elle a fait tous les examens nécessaires à Paris, auprès du service du professeur Munich, parce que je me suis dit, il ne faut pas qu'elle vive ce que je vis, moi. Il ne faut pas. Il ne faut pas retransmettre, c'est trop difficile.
Avec mon mari, on est âgé. Il a 22 ans. Il est adorable. Hein, on l'aime. Des fois, quelquefois, quand je le regarde, je me dis mais comment j'aurais pu faire sans lui? Tellement il nous apporte. Oui, alors c'est la question que j'avais tout à fait envie de vous poser, Corinne, parce que on voit ça dans des familles comme les vôtres, où cet enfant particulier crée un lien lui-même également particulier dans la fratrie avec les parents. Écoutez, il est source d'humour. Alors, c'est vrai que l'humour, vous savez, il y a une remarque que j'ai pas vraiment en tête, mais qui dit l'humour vous permet de... nous sauve de tout, souvent. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que... et il y a une des deux sœurs... vous savez, les sœurs qui faisaient qui ont des rôles de drôles, les fausses sœurs, là, vous savez, à un moment donné, dans les années 2000, il y en a une des deux, bon sang, ça ne me revient pas en tête. Je dois pas suivre la télévision, ça doit être ça, Corinne. Ce sont deux sœurs qui font des sketchs, bon sang, il y en a une des deux qui a un enfant handicapé, et qui, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un de ses articles, et qui disait, l'humour nous sauve, parce qu'avec l'humour, on arrive... On prend du recul. À prendre du recul et à communiquer. Et avec mon lui. Fils, voilà. Mon fils, à 7 ans, ne parlait pas. Et tout d'un coup, on avait un petit poulailler. Et c'était dans ces... il y avait des bruits, il y avait, il y avait une autre forme de dialogue, en fait. Il avait une obsession de savoir où était qui, son frère, sa sœur, et est venu dans la discussion. Où est madame Untel, qui était son pédopsychiatre à l'époque? Et je lui ai dit, il avait 7 ans, je lui ai dit, elle est dans le poulailler, avec les poules. Et là, il a mémorisé, il a visualisé cette dame si sobre, si ténébreuse, si dans le noir, un pédopsychiatre, qui était contre tout ce qu'on pouvait lui suggérer. C'est-à-dire qu'on disait à Alexandre, il voulait aller à l'école, on lui disait, il veut un cartable, aller à l'école. Alors elle répondait, mais comment pouvez-vous lui dire qu'il va à l'école? Il est handicapé, il ne pourra pas aller à l'école. Et vous êtes sentie incomprise, Corinne? Pardon? Vous êtes en train de dire que vous êtes sentie incomprise? Oui, absolument. Oui. Cette pédopsychiatre nous avait dit, mais vous ne pouvez pas lui laisser penser qu'il va aller à l'école comme son grand frère. Il ne pourra jamais y aller. Et mon mari lui avait répondu, mais même si vous voulez aller à l'université, on lui aurait dit oui, tu vas à l'université. Et cet enfant qui sentait que cette pédopsychiatre n'était pas aimable, n'était pas bienveillante avec lui. Et quand je lui ai dit, elle est dans le poulailler, il avait 7 ans, il avait un éclat de rire, parce qu'il l'a visualisé dans le poulailler. Et à partir de ça, je me suis dit, il faut avec lui être dans l'image, dans le ludique, dans la représentation. Et parce que si vous voulez, chaque fois qu'on prévoyait quelque chose, il avait mémorisé, il avait visualisé l'endroit où on allait aller. Et si, par inadvertance, il y avait des travaux, s'il fallait contourner, là, il était dans une colère violente, parce qu'on ne prenait pas la même trajectoire et qu'il perdait ses repères. Bon, alors ça, c'était un parcours, c'était il y a longtemps maintenant. Nous avons eu un travail avec les unités où il est allé jusqu'à présent, formidable. Mais il faut se dire qu'il faut coopérer, nous parents. C'est-à-dire qu'on a un carnet de liaison, on raconte ce qu'il se passe le week-end, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Il ne faut pas avoir honte de dire, il y a une colère, il y a eu ceci, cela. Pour que, avec les unités, ils reprennent le travail le lundi quand l'enfant revient. Ah, ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec ta sœur? Pourquoi ta petite nièce, elle t'a fait crier? Parce que je mettais tout sur notre carnet de liaison. Oui, donc c'est aussi une autre façon de vivre avec les autres, ce que vous racontez, Corinne. Exactement. C'est que cet enfant, il est facteur de lien. Oui, puisqu'il oblige par sa difficulté et sa particularité à communiquer autrement avec d'autres autour de lui. Voilà. Alors, moi j'ai une question à vous poser, Corinne, c'est que au début de votre témoignage, et c'est ce qui vous a fait appeler, vous avez parlé donc de cette actualité récente autour de ce bébé, prénommé Titouan, et de ses parents qui ont dénoncé l'acharnement thérapeutique. Alors c'est pas tout à fait la même histoire que la vôtre. En quoi
cette histoire a résonné avec la vôtre? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit, ou vous avez ressenti, vous voyez, quel lien vous faites avec cette histoire d'acharnement thérapeutique? Parce que c'est ça qui a déclenché chez vous. Ce qui m'a déclenché, c'est que si j'avais pu le savoir à l'échographie ou au bout de vous dites que vous ne l'auriez pas? Non, je l'aurais pas gardé. Vous l'aurez pas gardé. Non, parce que ça vous a habité longtemps, ça, cette pensée-là? Ça, c'est toujours là chez vous? C'est toujours là chez moi. C'est toujours là. C'est ce qui me fait souffrir un peu, parce que c'est un enfant comme une colère que vous auriez? C'est-à-dire que il a... Quel mot vous metteriez sur ce ressenti? Le mot... comment vous dire? Une grande tristesse, oui. Une grande tristesse de ne pas pouvoir lui faire profiter de tout ce qu'on a autour de nous, de la lecture des beaux livres. Comme un gâchis, comme quelque chose de... C'est un peu un gâchis. Je n'ai pas su boucler je me dis toujours, je n'ai pas bouclé la famille, je n'ai pas pu boucler le cercle familial du dernier. Par rapport à sa sœur, à son frère, qui... D'ailleurs, je voudrais dire à ce propos-là que ce sont des enfants merveilleux. Le second, qui a maintenant 25 ans, m'a demandé longtemps, jusqu'à 12-13 ans, enfin, la petite adolescence. Est-ce que tous les enfants, comme mon frère, sont comme lui, quoi? C'est-à-dire que je me suis demandé... J'ai pensé qu'il croyait que tous les enfants de cet âge-là étaient comme son petit frère. Oui, je comprends. Voilà. Tandis que sa sœur aînée, qui avait 14 ans, quand on a appris sa maladie génétique, elle en a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Ah oui, parce qu'elle m'a vue dans un état... Mais elle a souffert votre souffrance aussi. Elle a souffert de ma souffrance, énormément. Et elle était très présente à 14 ans. Alors, je peux autant vous dire qu'elle a mûri très vite. Hein. Et vous savez, Corinne, en vous écoutant, j'ai envie de vous suggérer, voilà, une piste pour vous apaiser. Je faisais ma petite introduction sur le ou le et. Et en fait, dans ce qu'a touché chez vous cette histoire de l'acharnement thérapeutique chez ce bébé, quand vous dites, j'ai encore ça qui m'habite, si j'avais su, je l'aurais pas gardé. Et en même temps, vous nous racontez, les auditeurs, je vais vous lire quelques SMS, sont très touchés par votre histoire. Donc vous nous racontez aussi tout le bénéfice, toute cette vie. Alors il y a du et, c'est-à-dire c'est difficile et c'est aussi très beau et très magique. Voyez. Alors que quand je vous écoute, vous êtes encore un petit peu dans le ou, hein, mais pourquoi pas. Et peut-être que d'essayer d'entrevoir ce et, c'est-à-dire à la fois ce chemin excessivement escarpé, ces tabous de la société, cette difficulté dans la fratrie, et en même temps, hein, et on est bien dans le et, ce bonheur et cette fraîcheur. Mais il y a eu un tel travail. Il y a eu un tel travail. Ça s'entend, hein. Il y a eu un tel travail. Il y a eu de telles souffrances que cet enfant-là, on l'aime pour ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est là. Et que, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire on va le noyer, il est trop grand, il ne sait très pas faire. Mais sortirait la tête de l'eau. Je veux trop bien pragmatique en riant. Mais ça a été tellement difficile, parce qu'il n'est pas handicapé non plus. Vous savez, ce petit Titoine, moi, à mon avis, il aurait été terriblement handicapé. Notre fils, il marche. Oui, c'est un peu, vous êtes projeté en vous disant, voilà, je ne souhaite ça à aucun parent, finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que Corinne, vous avez été accompagnée, vous et votre mari, par un psy, ou vous en avez eu besoin ou pas? Moi, j'ai fait la démarche très très tard. Mon mari, non. Donc, mon mari, il a toujours un peu de... C'est vrai que quand il l'emmène, parce que bon, je le charge quand même, parce que moi, je m'en suis chargée très petit. Là, aujourd'hui, mon mari est plus disponible, donc il me dit, je l'emmène dans un mouroir. Et c'est vrai que quand il me dit ça, parce qu'il est dans un foyer d'adultes, et la moyenne d'âge est de 50 ans, et lui, il a 22 ans. Et quand mon mari me dit, je l'emmène dans un mouroir, comment voulez-vous, à 60 ans bientôt, que j'arrive à passer... Alors je me dis, moi, quand j'arrive, ça m'arrive de l'accompagner dans ce foyer d'adultes. Hein. Il est accueilli avec le sourire, tout le monde l'aime, il est très agréable, les gens me serrent la main, enfin les hommes, les adultes, mais ce sont des gens qui sont vieux déjà par rapport à cette jeunesse de mon fils. Mais il faut bien se dire que je n'ai pas le choix. Oui. Moi, j'arrive parce que j'ai fait du travail et puis que je me suis fait suivre. Mon mari ne sait pas faire ça.
Et lui, il en souffre beaucoup plus que moi aujourd'hui. Et en même temps, Corinne, là, enfin, je comprends que votre couple a tenu. Oui, il a tenu. Oui. Il a tenu, hein, ouais. alors que je sais. C'est à considérer, hein, c'est vraiment à considérer. C'est moi qui suis porteuse de ce. Ouais. Oui, parce que lorsque nous avons appris et on nous a aiguillés vers Tours, je crois, je ne sais plus, la généticienne qui nous a reçus nous a fait une prise de sang sans nous demander trop. Enfin, on n'a pas tellement réfléchi. Elle nous a pris un peu comme ça au dépourvu, et les résultats ont été donnés assez tout de suite. Et c'est moi qui étais porteuse de la maladie génétique, l'X fragile. Donc, j'avais qu'une hantise, c'est que mon mari me le reproche un jour ou l'autre. Oui. Et ça n'est jamais arrivé. Jamais. Parce que... Ça dit beaucoup de choses de votre couple, ça, Corinne. Oui, et pourtant, Dieu sait de la force. On en a bavé. Oui, mais quand vous dites, vous voyez que votre mari accepte mal et dans le déni, c'est une belle acceptation, ce que vous êtes en train de nous décrire. Oui, parce que vraiment... Quand elle nous a Parce que s'il l'avait aussi mal vécu que ce que vous avez l'air de penser ou de prétendre, il aurait pu un jour, voyez, durant ces 22 années, ou en tout cas ces 16 années, vous sortir ça dans un accès de colère, par exemple. Oui, absolument, oui. Mais c'est quelqu'un de droit, et je crois qu'il ne s'est jamais tapé la tête contre le mur, parce que contrairement à moi, donc il m'a beaucoup. Donc il a été solide. Il a été solide. Très solide. À vos côtés. Et quand j'ai réalisé sa solidité, je me suis dit qu'il fallait que je le sois aussi par rapport à lui, parce qu'il est exemplaire dans le fond. Et c'est vrai que quand je suis allée voir, je voyais le pédopsychiatre de mon petit garçon, qui quand je trouvais qu'il y avait des soucis, des choses comme ça, un jour il m'a reçue en me disant « Mais vous venez me voir pourquoi? Vous êtes en instance de divorce ?» Et ça m'avait choquée. Mais il m'a dit « Vous savez, madame, il y a tellement de couples qui divorcent, qui se séparent à la suite d'un enfant handicapé. » Et ça, c'est terrible aussi, parce que ce n'est ni la faute de l'un ni de l'autre. L'enfant, il a été conçu par les deux. Oui. Et c'est vrai que la maman qui l'a porté dans son ventre, elle se sent tellement plus impliquée. Vous avez raison, elle vit autre chose parce qu'il y a un lien excessivement fusionnel. Et d'ailleurs, qui est compliqué pour le reste de la fratrie avec un enfant comme ça. Absolument. Parce que la fusion reste très prégnante dans ces cas-là. Absolument. Et moi, c'est ma fille de 14 ans qui m'a dit « Maman, il faut que tu ailles voir un psychiatre, il faut voir quelqu'un, il faut que tu ailles t'aider parce que... » Ils n'avaient plus droit à la parole, les deux grands-là. Ils n'avaient plus le droit de se plaindre. Ils n'avaient plus le droit de dire quoi que ce soit. Je crois que je les ai occultés pendant 2 ans, ou 2 ou 3 ans. Vous savez, j'ai un trou noir. Il y a une période de ma vie que je n'arrive plus à situer. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? À partir de l'annonce, le choc. Voilà, le choc. Au moment du choc. Par contre, ce que je me souviens bien, c'est d'avoir mis de côté mes 2 aînés. Oui. Heureusement. Pour eux, tout allait bien, et heureusement surtout, vous en avez pris conscience. Et vous êtes dans la capacité de le dire aujourd'hui. Ah oui. Et ça me paraît important. Je suis reconnaissante. Et d'ailleurs, en tout cas, ma fille aînée de 30 ans, qui avait 14-15 ans à l'époque, parce que le deuxième avec 7 ans, c'est jeune, tandis que celle qui avait 14 ans, ma fille aînée, elle a bien compris ce qui se passait. Et quand je lui ai expliqué ce qu'avait son petit frère, elle a saisi tout le sens et les conséquences surtout de cette maladie qui n'était pour nous vraiment, on s'y attendait pas du tout, quoi. Il aurait fallu que j'ai un frère, un cousin, puisque c'est une maladie qui touche les enfants, enfin les chromosomes X, donc essentiellement les garçons. Si j'avais eu un cousin, un frère, ou mon fils d'ailleurs, le deuxième, s'il avait été atteint de cette maladie génétique, j'aurais pu signaler ça lors de ma grossesse. Donc là, comme ce n'était pas, il n'y avait personne dans ma famille qui avait eu. Je suis la première finalement. Oui, donc pour vous voyez, il y avait bien tout un travail à faire autour. Voilà. Et finalement, je me dis que c'est mieux que ce soit sur moi que sur ma fille. Donc quand ma fille a été enceinte, on lui a fait les examens et elle est hors de danger. Elle a fait tout sur Paris. Et j'avais pas grand-chose comme certificat, mais enfin j'avais au moins le certificat de la généticienne et puis de tout ce qui s'était passé à La Rochelle où je suis. Et le service du professeur Munich l'a extrêmement bien reçu. Et ça,
J'avoue que... Corinne, quand vous nous racontez votre histoire ce soir, on sent en même temps, vous voyez, cette ambivalence entre ce qui aurait pas dû arriver et qui pourtant est arrivé, et vous en tout cas, la façon dont vous le racontez, mais pas seulement, dont vous le vivez, et reste quelque chose de très fort. Donc moi, je vous invite à penser à ce « vous voyez, et à lâcher le « ou ». Je comprends pas bien. Le ET, c'est-à-dire être à la fois dans cette difficulté du chemin et dans la beauté et la force de cette histoire qui vous détermine, donc de faire la paix et avec vous-même finalement, et avec cette histoire et avec tout ce que ça vous représente, puisque quand il y a eu cette actualité autour de cet acharnement thérapeutique auprès de ce bébé, vous vous êtes replongé dans ici moi j'avais pu ne pas garder cet enfant. Or, vous remettez finalement, vous créez une césure dans votre vie avec ce qui, en même temps, l'a déterminé. Donc, il y a peut-être, avant de vous quitter, Corinne, et je vous remercie de votre témoignage qui a beaucoup touché les auditeurs. Je vous lis quelques messages de certains d'entre eux. Sans doute que les deux sœurs dont vous avez voulu parler, vous dit Nadine, ce sont les Vampes. Où elle avait vu effectivement ce reportage sur cette les Vampes, nous dit Nadine. Et puis il y a Pascal Mam qui laisse son numéro pour dialoguer avec vous hors antenne. Donc si vous souhaitez rentrer en contact, Et puis également des parents qui témoignent en disant qu'en 87 ils ont eu un enfant né 1 mois et demi avant terme, pesant 1 kilo à peine, qui était atteint du syndrome de Walter, je crois, et notre enfant a subi 3 grosses interventions chirurgicales en 72 heures, et c'était bien de l'acharnement. Alors, malheureusement, nos SMS ne permettent pas de continuer la suite. Il y a Yvan qui vous envoie toute son amitié, et qui dit que vous êtes touchante, et puis Roxane qui est d'accord avec vous, qui dit que oui, avec beaucoup d'humour, tout passe mieux. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Et lui, il a réussi à... et quelquefois, je me dis, mais comment un enfant handicapé mental peut-il trouver de l'humour ? C'est vrai, c'est incroyable, parce que l'humour, c'est quand même... Mais parce qu'il est dans le sensible, et moins dans la parole. La parole, c'est l'intellect, c'est la raison. Alors nous, on est très puissants avec nos têtes, mais on sait bien qu'il y a toute une part de notre sensibilité qui quelquefois passe à la trappe, et que eux l'ont. On le voit chez des autistes, par exemple. On le sait. Il y a un très beau livre d'ailleurs que je vous recommande d'Alain Badiou, justement sur l'histoire d'un enfant autiste. Oui, alors de mémoire, ça s'appelle L'Enfant Bleu, si mes souvenirs sont bons, mais c'est toujours les idées me viennent quand je suis en direct, donc quelquefois ma bibliothèque. Mais moi c'est pareil, là c'est un livre en mémoire. Mais alors vous savez, grâce à la technologie absolument géniale, j'ai un petit iPad sous les yeux. Et je vais vous trouver ça tout de suite en direct, parce que c'est un très beau livre qui raconte tout le parcours, effectivement, sur l'histoire d'un enfant autiste, et par la peinture, en fait. Il va... alors, j'essaye de vous le trouver. Écoutez, pendant le journal de minuit, je le chercherai et je le dirai à l'antenne, parce que là, tout de suite, je ne le trouve pas. Voilà. En tout cas, merci à vous, Corinne. Merci, Sophie. Et puis, je vous souhaite aussi d'être une grand-mère très heureuse. Oh, je suis une grand-mère comblée. Oui. Et d'ailleurs, sa petite nièce, lui qui est le tonton, l'appelle tonton parce qu'il ne sait pas faire la différence entre la petite nièce et le tonton. Donc souvent, je lui dis, mais appelle-la par son prénom. Parce que c'est toi le tonton, ce n'est pas elle tonton. Voilà, donc c'est vrai que c'est sûr que c'est pas un hémiplégique, etc. C'est sûr que le handicap est peut-être différent, mais c'est une joie de vivre quand on peut s'en sortir comme ça. Quand ils sont handicapés, quand ils sont lourdement handicapés, comme ce petit Tutoine, à mon avis, l'aurait été, c'est terrible pour les parents et c'est terrible pour l'enfant, parce qu'il n'y a pas de sourire et il n'y a pas d'avenir. Voilà ce que je voulais dire. C'est mon dernier mot de la fin. Merci, Sophie. Merci à vous. Merci, Corinne. Merci à vous. Belle nuit à vous. Merci. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Corinne, le roman auquel je pense, si vous nous écoutez toujours, est d'Henri Beauchot, en fait, Beauchot B-A-U-C-H-A-U, et s'appelle L'Enfant Bleu. Et en fait, ça se passe dans un hôpital de jour à Paris. Et c'est une analyse qui prend en charge un jeune adolescent gravement perturbé qui s'appelle Orion et qui, par la sculpture et le dessin, va lui apprendre à parler, à s'exprimer, à exprimer ses peurs. Et c'est un très très joli roman, sur à la fois la difficulté de vivre et un certain handicap. Vous êtes là, Marie-France ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Marie-France. C'était très très émouvant le message de Corinne là. Je voulais vous dire. C'est un très beau témoignage. Alors moi, c'est pas du tout ça. Alors donc j'ai 66 ans. J'ai été rejetée par ma mère, plutôt adorée par mon père, et donc à la suite de ça, donc beaucoup de problèmes de violence dans l'enfance, de choses comme ça. Donc quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai commencé une psychothérapie qui a duré très longtemps, enfin au moins une dizaine d'années. Et puis donc à 40 ans, j'ai commencé une analyse. Donc, qui a quand même été concluante quand même dans l'ensemble. Donc, je suis pas du tout, je suis très contente de l'analyse, mais il y a quelque chose que je n'ai pas, que j'ai beaucoup de mal à régler, c'est avec l'intimité, c'est-à-dire se faire des amis, rencontrer quelqu'un. Alors, je me dis, est-ce que ça vient de moi spécialement ? Bon, il y a peut-être une part de vérité, mais est-ce que ça vient aussi de la société actuelle ? Parce que moi, je n'ai plus 20 ans, quoi, comme on dit. Donc je me demande si c'est pas aussi ça qui fait que j'ai l'impression d'être dans un autre monde qui n'est plus le monde que je connaissais avant. Oui, comme si vous aviez perdu vos repères. Oui, et c'est tout à fait ça, donc que je me sens un peu perdue. Alors je sais pas si c'est moi spécialement ou si c'est, vous voyez ce que je veux dire, et je pense que ça fait partie quand même de mon malaise. Oui, en tout cas, vous parlez de vous. Vous voyez, quand vous dites « je me sens perdue, j'ai pas mes repères », vous avez des personnes de votre âge qui sont très entourées, ont beaucoup d'amis. Donc, c'est pas tant lié. Alors, bien sûr, on peut toujours dire c'est plus compliqué, il y a un phénomène de société, mais là, ce que ça raconte de vous, dans ce que vous confiez, c'est finalement, moi, je trouve plus mes repères, quoi. Je trouve pas ma place dans ce monde-là. Hein. Oui. Et parce que quand vous dites j'ai une difficulté avec l'intimité, je pense tout de suite proche proximité. Vous avez des enfants, Marie-France ? Non, je suis célibataire. Oui. Alors, est-ce que c'est ça aussi ? Je ne sais pas. Mais non, j'ai est-ce que par exemple il y a des passions, des hobbies, je sais pas, à quoi vous occupez, vous voyez votre quotidien ? Oui, c'est ça. Il faut que je me consacre à plus de hobbies, je crois. Donc ça, je pense que c'est important. Mais si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir un bon contact. C'est pas tellement, mais j'ai l'impression que c'est le monde qui me paraît changer, mais à un point que je ne voyais qui c'est beaucoup changé quand même. Par exemple, on s'en rend pas compte. Oui, par exemple, quand vous dites je n'ai pas mes repères, à quoi vous pensez, à quoi vous faites allusion ? Je n'ai pas mes repères. Par exemple, alors maintenant il y a Internet. Moi, je refuse de rencontrer des gens sur Internet parce que je trouve que c'est pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux. Surtout la plupart des gens, ils inventent n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est le fait que ça me fait. Donc, donc je veux vous dire, vous voyez, c'est pas du tout. Donc ce canal-là, on va dire que ce canal-là ne vous attire pas, ne vous convient pas. C'est pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, non, mais je dis franchement. Oui, mais pourquoi pas ? Alors, mais il n'y a pas que ce canal-là. Non, mais je sais. Mais ce canal-là vient vous dire ah là là, mais je suis pas adaptée parce que finalement, pour rencontrer des gens, il faut fatalement être sur Internet. C'est ça que vous construisez. Oui, ça fait un peu ça. Oui. Donc si j'y suis pas. Vous voyez, la logique, c'est si j'y suis pas, alors je vais rencontrer personne. Voilà. Oui, la logique, elle est imparable là tout d'un coup. Oui. Non, mais je crois que non. Puis ce qu'il y a surtout, c'est que je suis pas spécialement timide en plus. Parce que quand même, le travail que j'ai fait était un travail énorme. Hein. Oui, 8 j'imagine. ans d'analyse, 3 fois par semaine, je vais vous dire. Et alors sur cette histoire de liens, de connaissances, d'amitié, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce parcours avec vous-même sur vous ? Qu'est-ce que ça raconte de vous ?
L'amitié, écoutez, je sais pas. Parce que finalement, c'est là, vous dites, c'est un petit nœud là que j'arrive pas à défaire et qui me questionne. J'ai quelques amis quand même que j'ai toujours gardés, mais pas des relations trop proches. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est toujours des relations un peu. Et dans votre histoire, alors, cette histoire de trop proche, est-ce que trop, hein, vous dites trop proche, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop d'être proche? Oui. Oui, c'est trop d'être proche. Oui, parce que si vous voulez, je crois que j'ai peur. Je suis assez solitaire en fait. En fait, je suis pas mal avec moi-même. Hein. Ah, tiens donc. Et il est là le problème. Pourquoi? Alors, en quoi c'est un problème, Marie-France, pour vous? C'est-à-dire que je sais pas si parce que je me dis que j'arrive à un certain âge et je vais me retrouver comme une vieille toupie, vous voyez. Vous n'avez pas l'air, hein, vous entendrez de la vieille toupie. Non. En plus de ça, je ne me sens pas vieille. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Je vois très bien. Et ça s'entend. Oui. Donc en fait, il y a une espèce de peur. Enfin, il y a quelque chose de construit dans votre raisonnement. C'est si je me pousse pas un peu, si je me change pas, si je fais pas différemment de qui je suis, je risque, la vieille toupie. Oui, voilà. Mais en même temps, paradoxalement, je suis finalement assez contente d'être là où je suis, comme je suis. Oui, c'est un peu ça aussi. Oui. Parce que si vous voulez, je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle malheureuse. Oui. Parce que vous savez, le travail que j'ai fait quand même a fait que je me suis acceptée telle que j'étais. Ben oui, c'est tout le bénéfice. Bon, ça me paraît, oui. Ça me paraît un beau travail, oui. Et dans la vie courante, j'ai aucun souci. Si vous voulez, c'est sur le plan, vous savez, amical, affection. Je crois que c'est ça, parce que Mais est-ce que vous le ressentez? C'est-à-dire, est-ce que c'est chez vous quelque chose que vous construisez dans un raisonnement en vous disant ce serait quand même mieux, vous voyez, ce serait quand même mieux que je fasse du sport, mais je déteste faire du sport. Mais en fait, ce serait mieux que j'en fasse. Oui. Je prends exprès quelque chose de très différent. Oui. Est-ce que vous construisez, il faut, je dois, ou est-ce que j'ai envie? De quoi elle a envie? Marie-France a envie de quoi, elle? Justement, le problème, je me dis, je ne sais pas vraiment, je suis un peu perdue en fait. Ah. Vous voyez, je me sens perdue. Il y a comme une petite panne du désir là. Alors, est-ce que je suis perdue parce que tout a changé par rapport à mon enfance, à ma jeunesse, vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup de choses ont changé. Vous avez vécu quelque chose récemment, Marie-France, qui pourrait expliquer ce sentiment de perte de repère, quelque chose qui de perte de repère, Quand je dis vécu quelque chose, c'est-à-dire, puisque vous me dites, voilà, vous avez fait un long travail sur vous, mais est-ce qu'il y a un élément qui est venu vous bousculer, auquel vous vous attendiez pas, et qui, pourrait donner une des clés de ce que vous vivez aujourd'hui? Parce que d'où vient ce sentiment de dire, je suis plus tellement adaptée au monde? D'accord, vous m'avez parlé de la technologie, mais en même temps, elle vous attire pas, vous voyez? Donc on est dans une réelle ambivalence. Oui. Je ne sais pas, justement, je cherche un peu ce qui... je sais pas, je crois que peut-être la façon dont... Par exemple, je conduis une voiture, la façon dont les gens conduisent, par exemple. Il y a des choses comme ça, avec le téléphone aux oreilles, enfin, vrai, il y a des choses complètement... Alors, vous sentir différente signifie que vous vous sentez exclue ou que vous vous excluez. C'est si je suis différente, alors... Oui. Je peux pas rentrer en relation avec les autres puisque je suis pas comme les autres. Oui, je suis pas comme les autres. Oui, mais la richesse, elle vient de nos différences, Marie-France. Et que si on était tous pareils, on s'ennuierait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne verrait pas beaucoup l'intérêt de se rencontrer. Oui, bien sûr. Il y a Cathy qui dit on a le droit de remettre en question le monde qui nous est imposé. C'est mon cas. Et justement, sur Internet, je l'assume. On n'est pas seul dans ce cas. Il y a des cercles, vous savez, pour s'exprimer. Oui, bien sûr. Et puis il y a Frédéric qui dit moi, faut pas dire cela, madame, car moi j'ai 29 ans et votre côté toupie me plaît. Il vous laisse son numéro. Oui, bien sûr. Oui. Mais si vous voulez, c'est peut-être parce que c'est vrai que on se rend pas compte parce que mais c'est vrai que beaucoup de choses ont beaucoup changé. Oui. Et surtout, par exemple, le fait d'être toujours avec son portable sans arrêt sur soi, et puis il sonne, je laisse sonner, ça m'énerve.
Voilà. Vous voyez, je suis pas du tout. Mais finalement, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous avez découvert un certain confort avec vous-même, tel qu'en vous-même, hein, tel que vous êtes. Et puis ce monde qui bouge, qui est un peu complexe, qui va vite aussi. Dit ils viennent déranger ces repères, ce confort que je m'étais créé. Alors zut, faut que je remette ça sur le métier. Oui, c'est ça. Hein, et ça me rase. J'ai pas envie. C'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait ça. Et en même temps, c'est aussi la vie, parce que c'est le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la vie. Ouais. Qui n'est pas très, si vous voulez, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste et de triste, pas du tout, mais... Non, ça vous questionne. Il y a quelque chose qui est questionné chez vous, qui joue à la fois sur différente et pas comme. Est-ce que je dois être comme? Est-ce que je peux assumer ma différence? Mais si je suis différente, alors comment je fais pour m'intégrer dans ce monde-là si différent de moi? Oui, c'est ça. Il y a toutes ces questions qui tournent là. Oui, tout à fait. Il y a Katou qui dit je vais avoir 60 ans, je ressens bien les choses donc comme Marie-France, et aussi avec une enfance un peu douloureuse. Je crois qu'on se protège aussi beaucoup. C'est une protection, non, Marie-France? Oui, je pense que c'est une protection aussi vers l'extérieur. Ouais. C'est comme j'ai beaucoup souffert et tout. C'est ça. J'ai pas envie de prendre des coups parce que j'ai pas proche. envie de prendre des coups. Hein, vous dites trop proche. Je suis assez. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. La proximité pour vous, c'est synonyme de j'ai un risque de prendre des coups? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ouais. Je crois beaucoup à ça, oui. Ouais, donc je prends pas le risque parce que c'est maintenant que j'ai trouvé un certain équilibre avec le travail que j'ai fait, j'ai pas envie de bousculer mon joli château de cartes, quoi, qui tient bien, quoi, aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Alors si quelqu'un vient de me mettre un coup de pied dans mon château, oui, c'est vrai, parce que j'ai trouvé quand même un certain équilibre. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais moi je peux vous dire que j'y crois parce que par rapport à mes débuts et par rapport à la fin, j'étais pas la même personne. Hein. Oui. Donc il y a quand même je suis vraiment très contente d'avoir fait ce travail, qui a été très très dur quand même. Hein. Oui. Parce que c'est quand même vrai dur, travail, c'est un vrai travail. Le mot est juste. C'est un vrai travail, oui, tout à fait. Donc, je suis contente de ça, mais oui, c'est comme si je voulais pas détruire un peu je me rends compte cet équilibre. Oui. Alors, l'image qui me vient quand je vous écoute, Marie-France, et j'ai envie de vous la confier, c'est que je vois un funambule, moi. C'est que finalement, vous me dites, voilà, j'ai acquis un certain équilibre et voilà, j'ai pas envie de le perdre, cet équilibre. Mais regardez un funambule sur une corde. Oui. Il a un sacré équilibre, il l'a acquis, il l'a travaillé. Oui. Et puis il marche sur un fil. Et peut-être que vous êtes prête à faire quelques pas, tester sur le fil. Et vous allez peut-être faire l'expérience et découvrir que l'équilibre, il est bien là malgré le fil. Que vous avancez. Oui. Mais en y allant pas à pas, comme un funambule. Hein. Oui. Hein, pas avec précipitation, je mets un pas devant l'autre, je suis prudent et je teste cet équilibre qui me renforce parce que finalement, ce serait une jolie expérience sans doute à faire pour vous de vous tester en réel, vous voyez, en grandeur nature, dans le monde qui est. Et peut-être que vous serez surprise de découvrir à quel point vous avancez sur votre corde assez bien finalement. Oui, c'est vrai. Ouais. Je vous le souhaite en tout cas, Marie-France. Oui. Hein? Oui. Hobby, pas hobby, association, pas internet, ce que vous voudrez. Mais je vous souhaite de vous lancer. Oui, il faut que je me lance et j'ai beaucoup de mal. Bon courage à vous. Oui, bonsoir Marie-France. Hein. Merci pour votre émission. Merci. Au revoir. Au revoir.
sur Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit pendant une heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. La libre antenne continue avec Vivian Le Cuivre aux commandes. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Pour parler à Sophie Peterse, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Et puis je vous le rappelle, on vous attend très nombreux, je l'espère, demain dans les studios d'Europe 1 pour les Journées du patrimoine. Voilà, ceux qui nous écoutent dans la libre antenne, soyez les bienvenus. Caroline Dublanche et moi-même serons là pour vous accueillir dans le studio Espace. Et puis on vous fera un peu découvrir cette radio que vous entendez la nuit. Vous nous rencontrerez, vous verrez nos écrans, comment on travaille. Donc je serai très heureuse avec Caroline de vous retrouver demain. Et puis Marie-France, un très joli message de Fred, donc 29 ans, qui vous disait tout à l'heure qu'il aimait bien votre côté toupie, et il vous dit la différence c'est une belle qualité. Quel beau rire, on sent votre joie de vivre. Moi je m'entends mieux avec les personnes plus âgées que moi. Alors finalement, elle est où finalement cette limite de la différence et du modernisme? Restez comme vous êtes, Marie-France. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que c'est la première fois que j'appelle. Oui. Ça fait plusieurs fois que je vous entends, mais je n'osais pas trop vraiment vous appeler. Donc voilà. Mais voilà, bravo, vous vous lancez alors. Oui, j'ai pris mon courage à deux mains. Oui, exact. Alors, moi, je vous explique un peu ma situation. C'est que je me suis pas très bien exprimée auprès de Quentin, c'est ça? Oui, c'est Quentin, oui. Oui, voilà, tout à l'heure. Et en fait, je suis un peu perdue. Oui. J'ai mon ami là actuellement qui a pris fin à notre relation. Oui, qui a mis fin à votre relation, oui. Oui, voilà, au bout de 2 ans, mais je comprends pas ses raisons en fait. Oui. Je vous explique un peu. Oui, oui, bien sûr. Le samedi, on était ensemble, nickel. On a été au resto, on a passé un super beau moment ensemble, on a rigolé et tout ça. Et on va dormir chez ses parents. Et le lendemain matin, plus aucun contact, plus rien. À la limite même à m'éviter, tout ça. Et donc le dimanche matin, je rentre chez moi parce qu'on n'habite pas ensemble. On habite à 130 km l'une de l'autre. Et elle me dit à ce moment-là qu'elle a besoin de réfléchir sur notre relation et qu'elle veut y mettre fin. Oui. C'est tout. Par texto? Oui, par texto. Oui. Pas franc, pas comme ça, direct par texto. Est-ce que vous avez pu vous appeler à la suite de... J'ai essayé, mais elle ne répond pas. Que par texto. Et là, samedi dernier, elle me dit que ça y est, là, elle met fin à notre relation. Comme ça. Et comme par hasard, elle était encore chez ses parents. C'est-à-dire encore? Parce que on était très souvent chez ses parents depuis quelque temps, on y était tous les week-ends. Et vous, qu'est-ce que ça signifie? Vous imaginez que ses parents jouent un rôle dans cette rupture? Oui. Oui, c'est ce que vous ressentez. Oui. Oui, parce que ses parents ne supportent pas du tout l'homosexualité. Ah oui. Donc là, vous avez un début, en tout cas, d'explication. Mais ça vous convainc pas complètement, j'ai l'impression. Voilà. C'est moi qui déduis cette chose. Mais Et pourtant, malgré tout, je sens qu'il y a encore des sentiments. Parce que on a des amis communs qui me disent que Prisca... Oh, pardon, j'ai dit le prénom. Excusez-moi.
je sens qu'elle, elle n'est pas. On me dit qu'elle n'est pas bien du tout. Oui. Oui, elle est en doute tiraillée. Donc ça, c'est quand même un début d'apaisement pour vous, si vous vous sentez moins remise en cause dans la personne que vous êtes, puisque ce serait une décision qui serait liée à quelque chose qu'elle a à démêler elle dans son histoire ou avec ses parents et qui ne serait pas forcément liée à vous. C'est un signal d'apaisement pour vous. Non, pas vraiment. Non, non. Alors, parce que vous ressentez comment? Vous avez le sentiment, qu'est-ce que ça vous fait? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe là pour vous? C'est-à-dire que malgré le sens que vous y mettez, ce que vous comprenez, vous le vivez comme le fait d'être désaimé, délaissé, abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Abandonné, complètement abandonné. Ah oui, complètement. Et pas comprise, oui. Non, pas comprise, surtout que le samedi en question, comme je vous expliquais tout à l'heure, on s'est très très bien entendu. Oui. On a même rigolé, on a passé des super moments, quoi. C'est ça que je comprends. Qu'est-ce que vous lui avez répondu suite à ce SMS? Que je comprenais pas son, je comprenais pas sa réaction, je comprenais pas sa décision. Oui. Et elle fuit, elle ne répond pas, elle fuit. Et en même temps, quand vous me l'expliquez, vous comprenez une partie. Je pense, oui, qu'elle a de l'influence de part de sa mère. En tout cas, vous comprenez que pour elle, ce qui est compliqué, c'est d'être dans cette relation avec vous, et c'est une relation que ses parents n'acceptent pas. Donc, elle vit forcément quelque chose de difficile, dans lequel elle est tiraillée. Ah, je pense, oui. Oui. Et rentrer dans cette compréhension, dans cette empathie avec elle, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je faisais que ça tout le temps. Ah, d'accord. Vous faisiez que ça tout le temps, c'est-à-dire? J'étais tout le temps en train de me rassurer qu'on ne vivait pas pour ses parents, comment, je sais pas trop comment m'exprimer. Oui. Que s'il fallait vivre notre amour, il fallait le vivre vraiment et qu'il fallait pas prendre en considération la vie de ses parents. Oui, mais ça c'est il faut. Ça c'est il faut. Hein, vous avez raison dans l'absolu, mais ce qu'elle ressent elle, ça reste difficile pour elle. Ce que je peux bien comprendre. Oui. Alors si vous le comprenez bien, Stéphanie, peut-être qu'une option pour vous et pour vous aider, ce serait de lui faire savoir que vous pouvez la comprendre. Et que si elle est comprise par vous, peut-être ça peut être un facteur d'apaisement entre vous. Oui, mais c'est quelqu'un de très très fier. Oui, mais justement. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? Parce qu'elle est fière. Ce que je vous dis là vous paraît compliqué. En quoi ça pourrait atteindre sa fierté? Je sais pas, elle est très très fière. Et, vous auriez peur de la heurter? Peut-être, ouais. Étant donné que sa mère est très, très dominatrice, quoi. Oui. Et quel lien vous faites entre la mère dominatrice et sa fierté à elle? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. J'ai peut-être l'impression qu'elle considère plus important le choix de ses parents que de vivre notre amour à nous deux, quoi. Oui, alors justement, il y a Sergio qui s'interroge et qui questionne sur est-ce qu'elle est jeune, votre amie? Est-ce que c'est la première, vous êtes la première petite amie, compagne qu'elle présente à ses parents? Est-ce que tout ça est très nouveau? Non, elle a quand même 35 ans. Et elle a déjà eu une autre relation avant vous? Oui. Que ses parents ont connue? Oui, et qui n'ont pas accepté non plus. Donc, Et ça s'est terminé pour cette cause-là? La relation précédente, vous le savez? Je pourrais pas vous dire, mais en même temps, ça m'étonnerait pas, quoi. Ah, donc vous n'avez pas beaucoup d'informations, vous n'en avez pas beaucoup parlé ensemble. C'est un sujet qui est compliqué à aborder avec elle. Voilà. C'est un sujet difficile pour elle. Oui, voilà. Ce sujet-là, en tout cas, est douloureux. Et... ça a l'air, en tout cas. Ouais. Parce que je sais qu'à un moment, ils ne se parlaient pas du tout suite à ça, justement. Sa mère et elle? Sexualité, oui, voilà. Oui. Et du coup, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais j'ai essayé un peu d'apaiser la relation entre sa mère et elle. En faisant quoi? En essayant de
qu'elle se voit un peu plus souvent, en essayant de dire, Oui. si on essaie de peut-être passer du temps ensemble, Oui. ta mère et moi. De se connaître, oui. Voilà, Oui, tout à c'est fait. une bonne idée, oui. Voilà, c'est ce que j'ai essayé. Oui. Et je me rends compte, en fait, que c'était peut-être pas la bonne solution. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est que ça a joué en votre défaveur. Oui, voilà. Oui. C'est peut-être ça qui est un peu douloureux pour vous aujourd'hui, Stéphanie. Beaucoup. Oui, Beaucoup. oui, c'est compliqué là, parce que, vous voyez, vous pensiez tenir la clé de quelque chose, voilà, ça. qui, hein, oui, C'est ça. oui. Et la clé vous échappe. Le coffre force est refermé, la clé est dedans, quoi. Complètement. Oui, votre clé est partie. Et du coup, qu'est-ce que ça provoque chez vous, quoi? Une forme de vous en voulez? Vous êtes en colère contre vous? Je suis très en colère contre moi. Ah oui, bah oui. Parce que je me suis dit, je me dis que peut-être si j'avais pas fait ça, peut-être ce serait différent. Ouais. Peut-être qu'elle aurait moins eu cette relation avec sa mère. Peut-être que. Ouais, vous refaites l'histoire, quoi. En vous demandant qu'est-ce que j'ai, où est-ce que j'ai raté, quoi. Où est-ce que j'ai mal fait. Ah, ouais. Complètement. Ouais. C'est quelque chose que vous vivez souvent, ça, dans la vie, de refaire comme ça l'histoire en vous demandant ce que vous avez loupé, raté. Oui, souvent. Oui. Dans d'autres situations de la vie, ça vous arrive. Oui. Comme s'il ne tenait qu'à vous que tout se passe bien. Je suis quelqu'un qui me remet en question énormément, c'est vrai. Oui, et qui pense que, en fonction de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, elle peut influer sur les choses. Elle peut tenir la barque, elle peut tenir, hein? Ouais. C'est vrai. C'est vrai que je parais quelqu'un de très très fort, mais en fait, je ne le suis pas. C'est une certaine force de se dire que on peut influer sur les choses et de tout tenter pour le faire. La vulnérabilité de ce type d'état, c'est de se rendre compte que on n'est pas tout seul et que vous, toute puissante que vous êtes, il y a une limite et la limite, elle est posée par l'autre, elle est posée par ses choix, elle est posée par sa différence. Ouais, mais je me dis qu'avec l'amour, on peut déplacer des montagnes. Oui, avec l'amour, on peut déplacer des montagnes, mais avec un amour partagé, avec une force qui s'allie, avec un partenariat. Oui, alors, ce qui ne signifie pas qu'elle vous aime pas, quand je vous dis ça. Hein. Ah oui, ça veut juste dire qu'on ne peut pas aimer pour deux. Voilà, je sais très bien. Le pire dans tout ça, c'est que je ressens énormément encore les sentiments. Oui. C'est important peut-être, Stéphanie, que parce que vous la comprenez, parce que vous avez des sentiments pour elle, parce que vous avez voulu bien faire et on sait tous que l'enfer est pavé de bonnes intentions et quelquefois en voulant bien faire, ça marche pas tout à fait comme on aurait aimé que ça marche et là ça fait très mal, hein, c'est ça dont vous souffrez. Mais peut-être de rentrer au lieu d'être chez vous, dans votre système à vous, dans qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est essayer d'entrer en empathie avec elle, c'est de se mettre à sa place, c'est pas être dans la vôtre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vit elle, qu'est-ce qui est compliqué pour elle, et de lui faire savoir que vous comprenez ça et que vous l'acceptez et que vous l'acceptez. Je comprends. Que vous le comprenez, mais c'est difficile à accepter là. Là, en ce moment, oui, c'est très très dur à accepter. Mais je suis quelqu'un qui peut comprendre beaucoup de choses. Vous savez, le synonyme avec l'acceptation, Stéphanie, c'est le lâcher prise. Et que si vous acceptiez, si vous arrivez à faire ce chemin d'accepter que la situation vous échappe, que malgré toute votre bonne volonté, tout votre amour, il y a une partie de cette situation aujourd'hui qui n'est pas figée, parce que rien n'est jamais figé, qui pour le moment, donc il faut prendre des précautions, vous échappe, alors vous allez pouvoir accepter, en acceptant cette situation, vous allez trouver en vous l'issue pour lui tendre la main et peut-être envoyer un petit SMS disant je comprends combien c'est difficile pour toi et je reste là, je suis là, je tiens à toi. En parlant de vous. En parlant de vous, mais quand vous parlez de vous, vous parlez d'elle. Vous voyez ? Je comprends. Et vous créez du lien là. Et elle se sent moins seule. Et ça va l'autoriser à revenir. C'est-à-dire que vous ménagez sa fierté, justement. Parce que vous ne l'accusez pas de ne pas y arriver. Mais si vous êtes dans l'accusation de ne pas y arriver, là,
vous avez raison. D'abord, c'est pas agréable, mais en plus, oui, bien sûr, hein, l'orgueil, la fierté, on se dit zut, mais si je suis une grande fille, je peux tenir tête à maman, mais en même temps, je suis tiraillée. Elle vit quelque chose de très difficile pour elle. Et si vous pouvez percevoir ça et lui faire savoir que vous le percevez et que ça vous pose pas de problème à vous, que ce soit compliqué pour elle, ça vous en pose un autre qui est entre vous et vous, vous voyez ? Parce que là, le problème que ça vous pose, c'est entre vous et vous, de tout ce que vous avez voulu faire pour que ça marche et que ça n'a pas marché. Et là, c'est compliqué pour vous. D'accord. En fait, il faudrait que je lui montre que j'accepte la situation et qu'elle peut revenir quand elle veut. Est-ce que c'est votre désir, c'est votre souhait ? Qu'elle revienne ? Ah oui, oui. C'est tout. D'accord. Et que vous acceptez la situation, il y a peut-être un petit chemin à faire avant. D'accord. Donc, il faudrait que ça vienne de moi, en fait. D'accord. Là, la porte, que ça vienne de vous. Attention, je suis pas en train de vous dire, voyez, c'est juste de dire, je suis là et je peux comprendre dans quelle difficulté ça peut te mettre. Je suis là, je suis là au besoin. D'accord. Je suis là et je tiens à toi. D'accord. Il y a Martin qui dit que il est arrivé la même chose et que à sa fille et que Stéphanie vous pourrez le contacter pour en parler avec lui, donc en antenne, Quentin vous donnera. Ça pourra vous aider également. Oui. Parce que les histoires vécues par d'autres, souvent, ça nous aide à avancer aussi. Ah, tout à fait. Oui, je suis en demande. Oui. Mais lâchez cette culpabilité qui vous ronge, cette puissance, et je mal fais, toutes ces questions. Vous avez fait comme vous sentiez qu'il fallait faire. Quelquefois, on joue, on perd. Mais quand on perd, et dans un échec, on tient quelque chose, on tient une leçon. Et la leçon pour vous, c'est peut-être le chemin de l'empathie avec elle. Oui, cette humilité qui dit, oui, j'y arrive pas, je comprends pas tout, ça m'échappe, c'est entre sa mère et elle, donc j'ai pas de prise. C'est compliqué pour vous qui êtes une femme, avec une forme de puissance, avec de la volonté. Quand on a de la volonté et que les choses nous résistent, c'est franchement très désagréable et douloureux. Donc la situation vous résiste et en plus vous êtes amoureuse, c'est d'autant plus compliqué. Et d'autant plus douloureux, hein ? Oui, comme jamais, je crois même. Eh oui. Alors, on offre son cœur, on le pose là sur la table, et puis on dit à l'autre, c'est difficile et juste je suis là, quoi. Et pourtant, je peux accepter beaucoup de choses, hein. Oui. Mais accepter beaucoup de choses quand vous sentez que vous êtes en prise. Là, vous n'êtes plus en prise. Et donc là, vous retournez qu'entre vous. Vous voyez, tout ce manque d'activité, tout ce que vous aimez faire pour l'autre, ou aimez faire pour l'autre, ou aimez faire pour que ça marche. Mais comme vous n'avez plus de prise, le système, vous voyez, c'est comme un boomerang, ça vous revient en pleine figure. Complètement. Ouais. Alors on le lâche, le boomerang, on le prend, on le met à la poubelle, on n'en a plus besoin. Et on est là, juste dans la relation, juste dans le lien, et je suis là, je comprends, je sais que c'est difficile. Prends ton temps. Et moi, j'ai envie de t'attendre parce que je tiens à toi. Donc, en fait, il faudrait que je lui dise ça, que je lui dise que, faudrait que ça prenne le temps que ça faut, mais je suis là, quoi. C'est ça, si vous le sentez, encore une fois, je vous dis pas il faut, c'est une proposition que je vous fais, Stéphanie. D'accord. C'est une proposition pour pas que vous restiez coincé avec vous-même et en vous-même. D'accord. Et de lâcher un petit quelque chose, là, de lui redonner la main, vous voyez ? Redonnez-lui la main de la relation. Vous l'autorisez à... différemment, peut-être. Oui, vous l'autorisez à reprendre la main sur la relation avec sa mère et vous la relaissez choisir et vous lui imposez rien. Et vous lui donnez donc de la liberté. Et quand on a de la liberté, on trouve du courage. Quand on se sent libre, on sent qu'on peut y aller, quoi. Bonne chance à vous, Stéphanie. Merci beaucoup. Oui, beau chemin à vous. J'espère que vous la retrouverez. J'espère aussi. Je vous tiendrai au courant. Oui. Je vous embrasse. Bonne soirée. Bonne nuit, Stéphanie. Merci. À vous aussi. Au revoir.
Et puis pour Cathy qui demande à quelle heure Caroline et moi serons dans les studios demain pour les journées du patrimoine, on sera là de 13h à 14h. Et puis Sergio, bien sûr que vous êtes tout excusé, comme vous le dites, là vous êtes à perpète. Et je vous le promets, à l'antenne d'Europe 1 ce soir, je ferai un énorme baiser à Caroline de votre part. C'est promis. Vous êtes là, Jasmina ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Jasmina. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. Bienvenue. Et voilà, je vous téléphone parce que j'ai besoin de conseils, en fait. Oui. Jasmina, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu du combiné parce que ça fait un petit écho, sinon dans l'antenne de la... Voilà. Peut-être ça va mieux là, peut-être parce que j'ai mis le haut-parleur. Non, surtout pas. Non. D'accord, très bien. Pas... je vous téléphone en fait parce qu'aujourd'hui, ce qui m'est arrivé par rapport à ma fille, oui. Donc j'ai rencontré son maître et tout. Oui. Et puis, elle a quel âge votre fille ? Il m'a appris. Allô ? Elle a quel âge votre fille ? Elle est en quelle classe ? Elle a 7 ans, elle est en CE1. Elle est en CE1, donc vous avez rencontré l'instituteur aujourd'hui de votre fille, hein ? Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, j'ai rencontré, il m'a appris, il m'a dit voilà, je vais vous dire quelque chose, c'est que votre fille recopie sur sa camarade qui est à côté d'elle, sur sa voisine. Oui. Voilà, donc il m'a dit ça, il l'a pas vu comme ça tous les jours. Je lui dis est-ce que c'est arrivé tous les jours ? Il m'a dit non, parce qu'hier quand il a corrigé, il a remarqué qu'elle a fait les mêmes erreurs que sa voisine en fait. Oui. Donc voilà, moi, j'étais un petit peu secouée. Oui. Et tout, je lui dis on travaille à la maison, elle n'a pas de difficultés, on fait la dictée ensemble et tout. Il m'a dit mais peut-être elle a besoin d'être rassurée. Oui, elle regarde comme ça peut-être pour qu'elle soit rassurée, mais moi ça m'inquiète quoi. Ça m'a beaucoup inquiétée. Ça vous a beaucoup inquiété, oui. Ça m'a beaucoup inquiétée. Oui. Donc. Et pourquoi, Jasmina ? Parce qu'il m'a dit peut-être qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est par rapport à tout ça, quoi. Il m'a dit elle n'a pas très 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 confiance en elle. Oui. Donc, je souris en vous écoutant, Jasmina, parce que je me dis à 7 ans, qu'est-ce que ça veut dire que la confiance en soi ? Vous voyez, et je souris. C'est ce qu'il m'a dit. Mais oui, c'est un mot d'adulte, ça. Oui, tout à fait. La confiance en soi à 7 ans. Oui. Hein, si on l'avait à 7 ans, on l'aurait encore plus tard, alors. Hein. Oui. Vous voyez, à 7 ans. Oui. Alors, est-ce que cette petite voisine, elle a des très bonnes notes en classe ? Oui, c'est une très bonne élève. Oui, voilà, sûr. Alors votre fille, peut-être qu'elle aimerait bien être aussi bonne que sa voisine. Alors évidemment, avec nos mots d'adulte, on va dire, elle n'a pas confiance en elle. Mais qui peut lui donner confiance en elle si ce n'est, vous voyez, à la fois les... Ben oui. Oui, ce que vous dites, c'est pas faux non plus, parce que je sais, j'ai donc sa sœur aînée, donc elle est en CM2, oui. Et je sais que elle veut toujours faire mieux. Oui. Et que sa grande sœur, même quand je pose des questions, des fois elle veut elle aussi répondre et faire mieux même. Elle a besoin d'être rassurée, oui. Oui. Alors, pensez-vous qui êtes sa maman, qu'est-ce qui pourrait la rassurer ? Parce que c'est monnaie courante de copier sur son voisin, surtout si son voisin est un bon élève. Enfin, on l'a tous fait un jour, Yasmina ? Non ? Non, pas vous. Non, je sais plus, j'essaye de me souvenir si j'ai... Moi je me dis, ça a dû m'arriver de regarder si la feuille du voisin était mieux que la mienne ou la bonne réponse. Voilà. Donc oui, donc c'est pas quelque chose alors de très... Mais moi, ça m'a un peu secouée, quoi, parce que j'ai dit, parce que ma fille, après, j'ai pas voulu parler avec elle directement, mais j'ai un petit peu tâté le terrain. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Est-ce que ça va ? Bref, donc j'ai vraiment, je vais dire, je l'ai un petit peu poussée. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Et tout. Et après, elle m'a dit, maman, moi, ce que je veux maintenant, c'est que j'aimerais bien être assise alors toute seule. Voilà, donc parce qu'il lui a posé la question, il lui a dit est-ce que tu as recopié, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qu'elle a dit? Donc elle a dit non.
Donc peut-être qu'il y a eu un moment qu'elle a recopié et d'autres moments non. Oui, mais bien sûr, vous voyez, Sergio, et comme moi, il dit oulala, mais c'est pas grave du tout qu'il n'a pas copié sur son voisin à l'école. Ne vous prenez pas trop le chou pour ça, dédramatiser. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, Yasmina, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça a provoqué? Vous êtes dit quoi quand il vous a dit ça? Parce que moi, j'ai vécu ça comme pour ma fille comme une injustice d'abord. Oui, comme une injustice, oui. C'est comme une injustice. Comme une non-reconnaissance finalement du fait qu'elle soit bonne élève, hein, c'est ça. Pardon. Comme une façon de ne pas reconnaître qu'elle est bonne élève, qu'elle travaille bien. C'est ça. Oui. Comme si elle n'était pas sérieuse. C'est une tricheuse. C'est une très bonne élève. Oui. Vous voyez ce que je dis? Oui, c'est un peu comme si on avait traité votre fille de tricheuse. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour elle, donc, moi j'ai senti quand elle m'a dit ça, pour elle que c'était injuste, parce qu'elle m'a dit, mais moi j'aimerais bien être assise toute seule, alors. Si tu peux, maman, demander à mon maître d'être assise alors toute seule. Oui. Et vous en pensez quoi? Donc j'ai trouvé ça pour elle, pour une petite fille de 7 ans. Donc je lui dis oui, il faut en parler à maman. Je lui dis c'est pas grave. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, c'est un peu lourd quoi à supporter. Oui, je suis d'accord avec vous. Et garder ça pour soi, pour une petite fille de 7 ans, j'ai trouvé ça un peu lourd. Et c'est drôlement courageux et mature de dire on a qu'à me mettre toute seule alors. C'est courageux, hein, c'est mature. C'est courageux. À 7 ans, elle dit puisque c'est comme ça, elle trouve la solution, elle la propose aux adultes. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, maman, tu peux dire à mon maître de me... Chapeau. Oui. Elle est drôlement courageuse, votre petite fille, là. Ah oui, elle est courageuse, oui, ça c'est vrai. Oui. Et ça vous rassure ou pas quand je vous dis ça, Yasmina? Oui, ça me rassure. Oui. Mais oui, elle est courageuse. Elle est en train de trouver une solution à un maître qui n'a pas de solution pour elle. Et qui pourtant, c'est aussi son sujet à lui. Vous voyez? Vous êtes là? Ah, ça a coupé, j'ai l'impression. Ah, on vous a perdu. Vous savez, on va essayer de vous rappeler, Jasmina. En tout cas, il y a Cathy qui dit, si vous nous entendez toujours, ça me semble plutôt répandu comme attitude et c'est à l'instinct de remettre de l'ordre. Alors, remettre de l'ordre, je sais pas, mais de voir aussi, lui, de chercher une solution. Et puis, il y a Violaine qui dit si c'était la voisine qui avait copié. Attention de ne pas accuser à tort. On va essayer de vous rappeler, Yasmina, et puis on va, on a toujours la possibilité. Là, je vois que Quentin s'active. On est bien en direct. Alors, j'en profite pour les auditeurs, du coup, qui demandent l'adresse d'Europe 1. Ceux qui l'ont pas, il y a Cathy qui dit je vais essayer de venir. C'est au 26 bis rue François 1er à Paris, dans le 8e. Et oui, Cathy, bien sûr, si je comprends bien, voilà, vous êtes accompagnée de votre guide, de votre fidèle chien, et donc oui, bien entendu que vous pouvez, dans votre cas, venir avec. Pas de souci. Ah vous voyez, il y a Christine qui dit, moi je pense que c'est l'autre qui copie. Vous êtes là, Yasmina, on vous a retrouvé? Oui, je Génial, suis là, super. Mon téléphone s'est déchargé, oui, c'est ça avec les portes. Ça arrive. Mais vous inquiétez pas, vous voyez, pendant ce temps-là, moi je suis une bavarde, je continue l'émission, il n'y a pas de souci, je vous attends, j'étais là, je bouge pas, je suis dans le studio. Alors il y a, vous voyez, il y a plusieurs auditeurs, je sais pas si vous avez entendu les messages que je vous ai lus, mais il y a Christine, il y a Violaine, il y a Emma qui disent, ici c'est l'autre qui avait copié. Oh, je crois pas, parce que moi je les connais un petit peu, les élèves, j'ai travaillé dans l'école et tout, et puis non, je ne crois pas, sincèrement non, je crois pas. Moi, il y a quelque chose qui m'ennuie un peu dans la solution de votre fille, c'est que du coup elle s'isole. Oui, c'est ça. Vous voyez, et c'est ce que dit également Scarlett là. Attention, parce que du coup, elle demande à être seule. Donc elle est, vous voyez, elle est courageuse, elle est mature, mais elle se met en danger parce que vis-à-vis de la classe, elle s'isole, comme si elle était montrée du doigt. Voilà, c'est ça que je n'ai pas apprécié. Ah, voilà, c'est ce que vous avez ressenti aussi. C'est ce que j'ai ressenti et je lui dis non, on peut trouver une autre, tu peux changer de place, mais pas à être toute seule. J'ai pas envie qu'elle s'isole non plus. Moi, je crois aussi qu'elle change de place, comme vous dites, c'est une bonne idée, qu'elle change de voisine, mais qu'elle ne soit pas seule.
Voilà, parce qu'on ne va pas subir ça toute l'année. C'est ce que j'ai discuté avec mon mari. Je lui dis, on ne va pas subir ça toute l'année. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'instituteur qui vous a dit ça? Comment s'est terminé l'entretien? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous a proposé, lui, une solution? Parce que, ok, il dit le constat, elle a copié, elle a manque de confiance en elle. Mais qu'est-ce qu'il vous propose, lui? Il me propose, il m'a dit, ça passera, ne t'inquiète pas. Il m'a dit, parce que on se connaît un peu. D'accord. Donc on se tutoie. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va passer et tout. Il m'a dit, mais bon, il faut que tu l'aides à avoir plus confiance en elle, quoi. Alors vous êtes sentie remise en cause, Yasmina. En fait, ce qui arrive à votre fille, ça devient votre sujet à vous. Vous savez, il y a quelquefois dans certains événements de la vie, quand on est confronté à une situation comme ça qui nous pose problème, il y a une bonne question qui peut vous aider, c'est est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est le problème de ma fille? Est-ce que c'est celui de l'instituteur? Et en quoi c'est notre problème à tous les trois ou notre problème à nous deux. Et donc séquencez-le, parce qu'il y a une part dans cette histoire-là qui n'est rien qu'à vous. Il y a quelque chose qui vous pose problème à vous dans cette histoire. De la maman qui est atteinte, qui se sent blessée, qui se sent attaquée, qui se sent pas bien avec ça. Et ça, c'est rien qu'à vous. C'est ni à votre fille ni à l'instituteur. Oui. Qu'est-ce que... Quand je vous dis ça, et qu'est-ce que ça évoque chez vous dans votre histoire Je ne sais pas, je me dis peut-être, comme c'est la deuxième, je ne lui ai pas donné assez de responsabilité peut-être, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que j'ai dû louper, qu'est-ce que j'ai dû... ça ouvre je tout sais un pas, abîme. je vais essayer de revoir ça, de réfléchir, Pourtant, je passe du temps avec mes filles, Voilà, donc je m'occupe de mes filles, voilà. Donc, vous vous sentez en faute. C'est de votre faute finalement tout ça. C'est vous qui vous occupez pas assez bien d'elle pour l'amener à avoir ce comportement. C'est ça que vous fabriquez là? J'ai pas bien saisi. Est-ce que ce que vous vous dites, c'est finalement tout ça, c'est un peu moi qui suis responsable, oui, c'est ce que, et qui n'ai pas mis les conditions en place pour que ma fille ne soit pas amenée à copier sur sa voisine? C'est ce que je me suis dit, oui. Oui, et alors qu'est-ce qui appartient à votre fille dans cette histoire? Qu'est-ce qui est juste à elle et pas à vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que votre fille, a regardé sur la copie de sa voisine, et ça, voyez, en quoi c'est vraiment à vous, et pourquoi ce serait pas complètement à elle? Pourquoi ce serait pas juste son comportement à elle, son histoire à elle, qui a rien à voir avec la façon dont maman l'éduque, mais... sa propre inquiétude de petite fille de 7 ans qui a envie de réussir. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, elle est volontaire. Je lui ai dit, sur ce plan-là, je m'inquiète pas pour elle parce qu'elle est vraiment... Elle est curieuse, elle a envie de comprendre. Donc, elle est volontaire. Ce que dit Christelle, c'est peut-être même une petite fille à l'avenir très prometteur. Mais c'est à elle, Yasmina. C'est un peu à elle aussi, cette histoire. Si ça devient trop la vôtre... Vous voyez, si ça devient beaucoup la vôtre, d'abord vous lui en prenez une grosse partie, et puis ça va pas tellement l'aider pour s'en détacher. Parce que si mon souci et ce que j'ai fait devient le problème de maman, je suis drôlement inquiète alors, ça m'en rajoute une louche. Et oui, c'est ça, c'est vrai, ça, bien sûr. C'est compliqué pour elle à 7 ans. Parce qu'elle va, en miroir de vous, rentrer dans la culpabilité de la petite fille qui a mis maman en difficulté. Alors non seulement elle est en difficulté, mais maman à cause de moi. Et pendant ce temps-là, maman se dit, oui, mais ma fille, elle triche et c'est moi qui suis pas bonne maman. Alors, elle n'est pas au courant de l'entrevue que j'ai eue avec son instituteur. Oui, mais elle va sentir chez vous votre inquiétude et votre mise en cause de la maman qui dit qu'est-ce que j'ai mal fait parce que vous allez essayer d'arranger ça, donc de faire plein de choses pour arranger ça. C'est l'instituteur qui m'a dit, voilà, oui. Faites-lui confiance à votre fille, c'est elle qui va arranger ça. Elle a compris ce qui se passait. Elle est maline, puisqu'elle vous a dit... Elle est intelligente, oui. Elle vous a dit, je vais être toute seule. Donc, elle est déjà dans une solution. Donc, c'est pas la bonne pour elle. Oui. Donc, il faut la protéger. Oui, et puis, une fois qu'elle va changer de voisine, vous inquiétez pas, si ça se trouve, c'est comme un ado qui chaparde dans un magasin. Une fois que la police l'a pris, il recommence pas 2 fois. Tout à fait. Et voilà.
Mais moi, mon questionnement, et c'est très gentil à vous de me recevoir, c'est que vraiment, parce que ma fille, elle était donc devant. Il l'a déplacée, il a mis une autre à sa place. Donc maintenant, elle se retrouve à côté de cette voisine. D'accord. Moi, je vais lui dire, cette voisine, elle porte pas des lunettes. Donc, c'est pas à chaque fois à ma fille de la trimballer d'un endroit à un autre, si j'ose parler de cette façon-là. Donc, voilà, il peut déplacer l'autre voisine. Ah oui, parce que, d'accord, je comprends. Votre fille a déjà été déplacée. Ben oui, elle a été déplacée. À cause de quoi? Oui. Oui, elle était trop grande en face du tableau, alors qu'il y a une autre fille qui avait besoin plus que ma fille pour être devant. Je comprends, d'accord, pour voir le tableau. Oui. J'ai rien dit. Donc voilà. Donc si je lui dis, j'espère qu'elle ne sera pas déplacée une deuxième fois et tout, parce que tu sais, ma fille aussi, elle porte des lunettes et même l'ophtalmo, il m'a dit ce qui est mieux, c'est de rester en face et tout. Qu'est-ce qu'il vous a dit Et tout devant. Donc il m'a dit non. Donc voilà, mais c'est une bonne idée. Alors, je trouve que vous avez un très bon argument sur cette histoire de lunettes et de vue, mais en fait, c'est un argument. Surtout, ça la protège parce que vous avez raison. Ces histoires de place dans les classes de primaire, ça stigmatise. Vous voyez, on déplace celui qui a fauté, on monte du doigt, c'est qu'il y a un souci si on le déplace. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est très compliqué à vivre entre eux. Dites-vous, c'est comme une petite tribu. Bien sûr. Et c'est un signe qui dit quelque chose dans la classe. Voilà, c'est de l'enfant qui est déplacé. C'est ça. Parce que tant qu'à faire, il peut déplacer la petite qui ne porte pas de lunettes. Avec le risque que tout le monde dit pourquoi, parce qu'il faut expliquer à un enfant pour qu'il adhère. C'est ça. Ouais. Quand il a déplacé ma fille, on lui a rien expliqué. Hein. Oui, on lui a rien expliqué. Voilà, donc il y a un peu de... Oui, voilà. C'est une bonne idée, hein, oui, vous avez raison. À ce moment-là, de demander... Allô ? Oui, Yasmina. Oui, ce que je vous disais, c'est que, oui, vous avez raison de voir dans quelle mesure ça peut être l'autre, ou de laisser, et c'est ce que dit Philou, là, qu'elle pataquesse pour une broutille, elle a 7 ans, et peut-être la laisser vivre sa vie de petite fille. Oui, mais j'ai pas envie que ça pèse toute l'année, parce qu'il va croire toute l'année qu'elle a recopié, que vous voyez ce que je veux dire ? Et ça va à chaque fois revenir sur le tapis, donc... j'ai envie de résoudre ça depuis le début et après on passe à autre chose, après, voilà. Oui, mais c'est ce que dit Scarlett, trop en faire pour un incident isolé. Votre fille risque d'être très mal à l'aise. C'est à un moment donné, si les adultes s'emparent à ce point-là du sujet, la maman et l'instit, ça ne lui laisse plus la liberté, elle, d'en faire quelque chose et de trouver une solution, puisque son problème à elle devient celui de tout le monde, voire d'une classe, de maman, de l'instit, de tout le monde. Alors ça devient quelque chose de très gros, et c'est très compliqué et lourd à vivre pour elle. Donc il faudrait que vous, les adultes, vous soyez un peu plus compréhensifs. Alors lui, il parle de confiance en elle, et moi j'ai envie de dire, et la compréhension et l'empathie envers une petite fille de 7 ans. Qui fait ses expériences et ma foi, c'est comme ça qu'elle grandit aussi. Oui, tout à fait. Donc de lui donner confiance et la confiance, ça s'acquiert aussi parce qu'on vous fait confiance. Et si l'instit et maman et tout le monde lui fait confiance que ça ne va pas se reproduire et que, vous voyez, c'est un phénomène isolé, les choses vont peut-être tout simplement rentrer dans l'ordre. Oui. Il y a André qui est là. Vous êtes là, André ? Je suis là. Oui, André, donc vous êtes, vous étiez professeur des écoles, André. Oui, vous êtes encore professeur. Ah. Alors j'ai des enfants de 58 ans à 45, plus les petits qui vont après. Mais ce maître, d'abord, il n'a aucune psychologie. Moi, de mon temps, quand l'instituteur ou l'institutrice s'apercevait ou soupçonnait qu'on puisse copier sur son voisin, il attendait la fin de la classe. Et on lui dit nos comptes, si on peut dire. Il disait, mais je pense que tu copies, ou est-ce que c'est ta voisine qui copie? Vous avez des similitudes dans vos devoirs. Enfin, à l'époque, une petite fille ne comprenait pas similitudes. C'est moi qui l'emploie maintenant. Et il n'allait pas prévenir les parents pour ça.
Ouais. Et qu'est-ce que alors André, vous à la place de ce professeur, qu'est-ce que vous d'abord qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Yasmine et comment vous auriez réagi? Elle grossit. Je pense que les autres élèves de la classe plus ou moins vont être au courant. Ouais. Cette petite va sentir un ostracisme. Ouais. Pas possible. Ouais. La mère culpabilise. Elle a commencé à en parler. Ça va la stigmatiser. Ah bah oui. Hein? Mais franchement, il faut laisser ça s'apaiser. Ouais. Il faut plus en parler. Ouais. Voilà, il faut plus en parler. Et franchement, le maître qui veut pas admettre qu'un enfant qui doit porter des lunettes soit face au tableau, soit devant, eh ben c'est un imbécile. Alors, oui. Parce que quelqu'un qui a des lunettes, il n'admet pas qu'il soit devant. Ouais. Non, mais vous avez raison sur le fait de ne pas en faire un sujet, un phénomène. Merci André de nous avoir appelé pour rassurer Yasmine. Mais oui, merci à vous. Surtout, il vaut mieux plus évoquer le sujet de lâcher prise. Oui, je suis d'accord avec vous. Si vraiment, mais ça m'étonnerait. Mais il faut aussi calmer le maître. Hein. Oui. Merci. Après, on s'étonne que de temps en temps, il y a des instituteurs ou des institutrices qui prennent un coup de poing. Oui. Dans l'état actuel des mœurs, maintenant. Merci André de nous avoir appelé pour aider. Merci à vous. Et puis Yasmine, on va se quitter. Avant qu'on se quitte, j'ai juste envie de vous dire, écoutez, interrogez-vous aussi sur toute l'ampleur que vous donnez à cette histoire. D'accord. Et essayez de vous dire qu'est-ce que je vais en faire moi, et lâchez votre petite fille et faites-lui confiance. Parce que la confiance, elle l'aura parce que les adultes lui feront confiance. Tout à fait, moi c'est ce que je fais, oui. Pensez à ça. Très bien. Bon courage à vous. Merci courage Yasmine. Beaucoup. Bonsoir. Merci, au revoir. Les très bonne nuit à vous tous. Peut-être à demain dans les studios d'Europe 1. Faites de doux rêves. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.